C'est un retraité précoce de la politique. Loin de Paris, au fin fond du Périgord, à des années-lumière des guerres politiciennes, voici la nouvelle vie de l'infréquentable Jérôme Lavrieux. Le conseiller de l'ombre, devenu mouton noir de la droite française, s'est mis au vert. L'ennemi du gazon, la taupe. Comme en politique, il faut toujours qu'il y ait une taupe, mais pas trop. L'art de la formule. Au moment de la guerre Copé-Fillon, j'avais une taupe chez Fillon. Et le sens du coup de théâtre. Bonsoir à tous. Une véritable bombe qui explose autour de l'UMP. Des fausses factures imposées par l'UMP pour dissimuler des dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy. Jérôme Lavrieux, l'homme qui a tout balancé. J'aimerais bien pouvoir dormir. En larmes, à la télévision, il y a 7 ans, il dévoile le financement occulte de la présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Tout ceci a coûté de l'argent que ne permettait pas d'absorber un compte de campagne. Et donc, il y a une partie qui a été mise dans le compte de campagne et une autre partie a été absorbée par l'UMP. Les personnes qui auraient dû tirer sur le signal d'alarme ne l'ont pas fait. Je suis sans doute une de ces personnes, sans avoir été la seule personne dans le wagon, bien sûr. Ce scandale a un nom, l'affaire Big Malion. Depuis qu'il a lavé son linge sale en public, Jérôme Lavrieux a été répudié par la grande famille de la politique. Il y a le petit gîte qu'on voit avec la terrasse ici. Ça, c'est moi avec mes petites mains qui avons fait ça. J'ai souvent le droit à la question. Alors, ça ne vous fait pas drôle quand même? Vous étiez dans l'entourage du pouvoir, vous avez vécu des choses, vous avez voyagé en avion avec Sarkozy, Copé, etc. J'en ai rien à secouer. Le renégat est désormais gérant de maison d'hôtes. En confessant l'inavouable secret de l'UMP, Jérôme Lavrieux a entraîné tout son camp à sa perte. À quelques jours d'un procès à haut risque, les acteurs de cette descente aux enfers ont accepté de se livrer. Certains s'expriment pour la première fois sur cette affaire qui a fait exploser la droite. Les lunettes, ça va? Alors vous mettez où? Ici, si Ah, ici. Donc vous faites un truc sur Big Malion, résumé. Non. Je sais pas si j'ai bien fait le mauvais temps. Hein. Ça marche pas le son? Il marche très bien, vous inquiétez Ouais, heureusement, parce que j'ai dit tellement de conneries que... Un clan qui s'est sabordé. L'histoire d'une triple exécution. François Fillon a voulu démolir définitivement Nicolas Sarkozy. Copé s'est fait assassiner. Ça sentait le sang, il fallait en tuer. Hein. C'est les cannibales. Hein. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime. Je lui dis oui, il va mourir. Clair, net et précis. Il ne rentrera pas à l'Élysée. Une succession de trahisons où tous les coups sont permis. Moi, j'ai déjeuné avec Fillon le 24 juin. Il me dit, mais tapez vite, agissez. Chacun s'accordait à dire que là, une ligne rouge avait été franchie. Aucun, bien sûr, cabinet noir n'a engagé je ne sais quelle action pour faire pression sur un juge. Big Malion et ses millions cachés ont servi de détonateur. Et tout d'un coup, on vient nous expliquer qu'il y a 16 millions qui ont disparu dans le budget de ma campagne. Mais c'est une honte. Vous en parlez à Nicolas Sarkozy de cette note? Bien sûr. Je me dis, forcément, tout ce qui est au-dessus de Jérôme Lavrieux est au courant. Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, enfin pour moi, tout le monde est au courant. Des frères d'armes qui auraient pu remporter la dernière présidentielle, mais qui se sont entretués. Vous savez, tout ça a été tellement lamentable. Je
me dis quelle honte. C'est la revanche, c'est petit. C'est petit. Rien ne m'étonne. Je pense que la haine est un des moteurs premiers des hommes en politique. C'est la haine qui aboutit à l'apocalypse. Peuple de France, n'ayez pas peur. Ils ne gagneront pas si vous décidez que vous voulez gagner. La malédiction de la droite française débute au printemps 2012, avec une campagne qui coûte beaucoup plus cher que prévu. Sarkozy, pendant cette période, a fait face à un problème, c'est que la campagne a démarré avec des sondages très bas. Et je dois dire d'ailleurs que, il n'était pas d'un allant extraordinaire dans cette campagne. Peut-être une certaine lassitude. Moi, au tout début, quand on en parle avec Hortefeux et compagnie, il est prévu de faire comme Mitterrand pour sa réélection en 1988, c'est-à-dire quelques grands meetings régionaux, point barre, parce qu'il est président sortant et qu'il ne peut pas passer son temps à ça. Je salue Toulouse, je salue Orléans, je salue Lyon, je salue Marc-en-Barreuil. On est pris par la campagne, on est pris par la pression à la fois militante, médiatique, et on veut convaincre chaque jour davantage. Il s'est aperçu, à mesure que ça avançait, mais c'était son objectif, que finalement la magie recommençait, et que par conséquent il fallait accélérer, oui. Chaque apparition du président candidat s'ouvre au son de cette symphonie composée pour l'occasion et enregistrée par un orchestre. Tout dans cette campagne doit être grandiose. Il y aura finalement 44 meetings, 3 fois plus que prévu. Alors que la loi interdit à tout candidat de dépenser plus de 22,5 millions d'euros. D'après les enquêteurs, la campagne de Nicolas Sarkozy a coûté le double. À lui seul, le devis du meeting géant de Villepinte s'élève à plus de 5,5 millions d'euros. Un quart de ce que peut dépenser un candidat pendant toute une campagne. Nous n'avons pas peur, car nous sentons fort. Voilà la réalité du message aujourd'hui de Villepinte. Parmi les 70 000 invités, Roselyne Bachelot, alors ministre de Nicolas Sarkozy. C'est vrai que ces meetings étaient organisés avec une logistique tout à fait considérable. Le cyclo derrière la scène, les équipes d'enregistrement qui permettaient ensuite aux différentes télévisions d'avoir des images vraiment de très très bonne qualité. Tout ça, c'était vraiment très impressionnant comme organisation. La campagne était une campagne dans laquelle Nicolas Sarkozy faisait des discours très forts. Eh bien, la vague immense. Ces meetings étaient bien rodés, tout était fait pour qu'il lâche toute son énergie dans son heure et quart de discours. Le peuple de France dit « ça suffit ». C'est un peu à l'américaine, ça. Obama fait comme ça. Vous êtes 200 000. Vous êtes le peuple de France. Merci. Des démonstrations de force et d'unité. Merci à toi, François Fillon. Merci, Jean-François Copé. À l'époque, le président candidat s'appuie sans réserve sur Jean-François Copé et ses fidèles. Pour assurer cette logistique infernale, Jérôme Lavrieux, directeur de cabinet de Jean-François Copé, est choisi par Nicolas Sarkozy en personne pour co-diriger sa campagne électorale. Il était très proche de Jean-François Copé, qui pesait dans le dispositif, bien évidemment. Il était patron du parti, quand même.
C'est un organisateur vraiment remarquable, c'est quelqu'un de très solide psychologiquement et puis il a un grand sens politique. L'homme de confiance totale de Jean-François Copé. Quand on voit Jérôme Lavrieux, on voit Jean-François Copé. Et c'est Big Malion, la société d'un autre intime de Jean-François Copé, Bastien Milot, meilleur ami de Jérôme Lavrieux, qui est chargé de l'organisation des meetings. C'est vous qui amenez Big Malion dans l'histoire ? C'est le parti qui amène Big Malion, puisque Big Malion travaillait en organisation matérielle d'un meeting, c'est-à-dire la personne qui va trouver la salle, voir pour qu'il y ait un mec qui amène des chaises, d'autres la lumière, etc. Et donc, comme il n'y avait rien de prêt, il a fallu trouver des gens pour le faire dans l'urgence. Vous faites avec qui ? Avec ceux qui travaillent avec l'UMP depuis très longtemps. Cette société très politique a accepté de mettre en place une double comptabilité pour truquer le compte de campagne de Nicolas Sarkozy. C'est ce que confie cet homme de terrain de 2012, qui accueillait le candidat sur scène. Franck Attal était l'un des rares responsables de Big Malion à ne faire partie d'aucun clan politique. Il y a 4 ans, il nous avait dévoilé comment son entreprise avait permis de cacher le véritable prix de ses prestations hors normes, pour faire croire que le compte de campagne ne dépassait pas le maximum légal. Franck Attal dit avoir dû minorer toutes les factures à la demande de Jérôme Lavrieux. Dans le compte de campagne officiel, les prix déclarés sont en fait 7 fois inférieurs aux tarifs réels. Au total, 18 millions d'euros ont été illégalement retranchés. Une somme secrètement compensée par l'UMP avec de fausses factures pour des conventions fictives. Ce meeting-là, par exemple, donc en l'occurrence c'est Marseille, le montant officiel c'est 100 104 € et le montant dissimulé il est de 670 573,28 €. L'accumulation de ces différences sur 45, 46, je n'ai plus le nombre en tête, mais meeting, nous fait arriver à un montant total de 18 millions d'euros TTC. Qui vous manque, qui nous manque. C'est-à-dire que pour payer les fournisseurs, pour gagner notre vie, on a travaillé, on a sué, et tout travail mérite salaire. Donc pour aller chercher ce montant qui correspond aux factures de nos fournisseurs et à notre salaire, il fallait facturer quelque chose. On nous a fait facturer des fausses conventions. Donc on a fait des fausses factures en termes d'intitulés et libellés, mais réelles en termes de prestations fournies. À quelques jours de son procès, nous retrouvons Franck Attal. Sa description du circuit de l'argent a depuis été confirmée. Selon les enquêteurs, les dirigeants de Big Malion n'ont rien détourné. Les fausses factures payées par le parti ont intégralement financé la campagne. Alors qui a décidé ce système ? Qui l'a mis en place ? À droite, c'est l'omerta. Je pense qu'on ne saura jamais qui a été à la genèse de cette mécanique de financement. Vous pensez que certains savent ? Évidemment. Évidemment. Enfin, pour moi, tout le monde est au courant. Non, mais je me refais le film, j'étais extrêmement naïf ou mais pour moi, tout le monde est au courant, quoi. Quand je dis tout le monde, je me dis, à partir du moment où Jérôme Lavrieux me demande de faire passer cette demande chez moi, je me dis, forcément, tout ce qui est au-dessus de Jérôme Lavrieux est au courant. C'est-à-dire ? Pour moi, naturellement, je me dis, Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, pour moi, tout le monde est au courant. Je me dis, il y a une décision qui a été prise en haut, elle arrive par Jérôme Lavrieux, je suis étonné qu'on m'en parle à moi, c'est ce que je dis à l'époque. Pourquoi t'en parles pas directement à Bastien Milot ? Et voilà. Donc moi, naïvement, à l'époque, je me dis ça. Jérôme Lavrieux l'a franchi, est le seul à l'UMP à reconnaître la fraude. Renvoyé devant le tribunal pour usage de faux et complicité d'escroquerie. Il refuse encore aujourd'hui de pointer le moindre commanditaire. Le système de facture illicite, est-ce que c'est vous qui le décidez ? Non. C'est pas vous qui mettez en place ce système illicite ? Non. C'est pas moi qui établit une liste de fausses conventions. C'est pas moi qui vais rechercher à la comptabilité de l'UMP des tableaux avec des factures pour les faire changer et modifier je sais pas combien de fois. Alors qui décide ? Mais je pense qu'en fait,
Tout le monde veut voir des complots, des machins, des trucs très organisés. C'était le bordel généralisé. Une fraude à 18 millions, sans donneur d'ordre. Même le patron de Jérôme Lavrieux n'aurait pas vu le tiers de son budget s'évaporer en fausses factures. Il est évident que si on était venu me dire chef, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse telle ou telle chose qui ne serait pas très légale, j'aurais arrêté la fête à la seconde. Mais en 2012, voilà. Vous êtes à la tête d'un parti qui prévoit d'avoir un budget à l'équilibre et vous ne vous posez pas la question de pourquoi finalement vous avez des dizaines et des dizaines de millions d'euros d'argent qui part sans motif? Non, parce que non, mais c'est pas sans motif. Je vous rappelle que le principe, c'est que le parti est le banquier de la campagne pour parti. Vous ne vous dites pas, j'ai peut-être été un peu négligent, j'aurais dû regarder davantage dans le détail les budgets? Mais je regrette surtout que personne m'en ait informé. Pour moi, ces gens-là sont coupables de ne pas dire la vérité. J'en veux à des gens avec qui j'ai travaillé, des gens qui m'ont demandé des choses, qui m'ont mis dans une histoire qui n'était pas la mienne, et qui continuent à mentir aujourd'hui, et des gens qui savent la vérité. Vous l'avez dit quoi à Jérôme Lavrieux? Vous lui avez demandé qui avait été l'instigateur de tout ça, qui avait donné l'ordre? Non, vous savez, franchement, j'avais à peu près compris comment tout ça s'était passé. J'imagine que vous avez cherché à savoir si Nicolas Sarkozy était au courant ou avait ordonné ça? Écoutez, moi, oui, enfin, vous savez, encore une fois, bien sûr, mais enfin, c'est pas, j'ai pas d'éléments, franchement, c'est bon, hein, cette affaire, je crois qu'on l'a vu dans tous les sens, honnêtement, j'en ai terminé. Hein. Aucune charge n'a été retenue contre Jean-François Copé à l'issue de l'enquête. Au final, à l'été 2012, Nicolas Sarkozy signe et certifie exact un compte de campagne falsifié, minoré de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ça, c'est donc le compte de campagne signé de la main de Nicolas Sarkozy, toujours sur la campagne de 2012. Mais j'ai pas mes lunettes. Nicolas Sarkozy était convaincu qu'il avait respecté les règles, qu'il était tout à fait dans la ligne de ce que la loi prévoyait. La seule chose dont je sois à peu près sûr, c'est que Nicolas Sarkozy a effectivement inscrit, vu et certifié exact le compte de campagne, le compte et ses annexes, parce qu'on lui a proposé ça à la signature. Il n'a certainement pas vérifié personnellement les comptes. Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy sait qu'il signe un compte inexact. Vous réalisez à l'époque que vous encourez un risque pénal? Je pense que personne n'a vraiment conscience de cela. C'est dans la grande tradition de tout le monde fait n'importe quoi pour les campagnes présidentielles et il n'y a jamais de conséquences. Moi, je pensais que c'était après nous le déluge, surtout. Après nous le déluge. L'important, c'est que le chef il soit content. Pour qu'il soit content, il faut qu'il soit réélu. Réélisons le chef. Je porte toute la responsabilité de cette défaite. Le chef a perdu, le parti est ruiné. Mais le secret de la campagne reste dans un premier temps bien gardé. 5 mois après la défaite, la famille, soudée comme jamais, se réunit pour célébrer l'homme de l'ombre de 2012. Mais je suis en retard. C'est un moment que nous allons vivre ensemble autour de Nicolas Sarkozy et qui sera l'occasion de dire toute la reconnaissance à Jérôme Lavrieux et à toute l'équipe qui l'a entouré pour la fantastique campagne que nous avons menée. Ce jour-là, Jérôme Lavrieux reçoit officiellement l'Ordre national du mérite des mains de Nicolas Sarkozy. Sur ces photos jamais diffusées, l'équipe de campagne au grand complet et beaucoup de prévenus du futur procès. La directrice des affaires financières de l'UMP, le directeur général du parti, son conseil juridique, et même le patron de Big Malion, Bastien Milot, réunis autour des 2 hommes forts du parti. Mais Big Malion est une bombe à retardement. Et c'est un vieux grognard de la droite qui va allumer la mèche. Bonjour. À l'été 2013,
Jean-Louis Debré est président du Conseil constitutionnel, garant de la validité des comptes de campagne de tous les candidats. Alors ici, on est chez le Père Claude. Le Père Claude, c'est un temple. C'est un endroit où Jacques Chirac aimait se retrouver. En bon chiracien, Jean-Louis Debré a toujours cordialement détesté Nicolas Sarkozy. À l'entendre, ce dernier lui aurait demandé de fermer les yeux sur les anomalies repérées par la commission des comptes de campagne. Sarkozy m'appelle lui-même en disant « Tu es saisi, le Conseil est saisi, ayez conscience de la responsabilité que vous prenez. Ça serait très grave. Mes comptes de campagne ont été examinés par la Commission nationale des comptes de campagne. Ce sont tous des gauchistes et ils ont voulu me régler mon compte. Donc, tu rectifieras tout et attention à tes responsabilités. » Il y avait à l'époque ce qu'on appelait la jurisprudence Roland Dumas pour les comptes de campagne de Balladur et de Chirac. Le rapporteur avait conclu au rejet et Roland Dumas a conclu au non-rejet. J'en dirai pas plus. Donc je sens bien qu'il y a des pressions, mais je suis intraitable. Coup de tonnerre dans le ciel politique. Le Conseil constitutionnel a donc rejeté les comptes de la campagne 2012 de Nicolas Sarkozy. Les dépenses ont dépassé le plafond autorisé de 2%. Là, il est clair qu'il attendait autre chose de Jean-Louis Debré. Debré, vous dites Sarkozy, c'est... Ce qui est vrai, c'est que le temps où Roland Dumas avait validé les comptes de campagne de Jacques Chirac ou d'Édouard Balladur, en quelque sorte, au nom de la raison d'État, paraissent bien éloignés. Mais vous le regrettez, ça? En tout cas, c'est un constat. Mais il n'applique pas la loi parce qu'il fallait appliquer la loi. Il a aussi appliqué la loi parce que c'est Nicolas Sarkozy. Il aurait eu Jacques Chirac dans la même situation face à lui, il l'aurait pas fait. Ironie du sort, les sages ont détecté moins de 500 000 € de dépassement. Loin du pactole, réellement dissimulé grâce à Big Malion. Vous savez qu'en fait, c'est 18, peut-être même 28 millions de... Ah mais moi, je me dis que si c'est juste cette somme-là, tout le monde est content. Objectivement, sachant ce qu'on sait les uns les autres, ce qu'on se dit, c'est que on a évité le pire. Et pourtant, à partir du moment où tout le monde a les yeux braqués sur l'argent de 2012, le secret de famille de la droite ne va pas tarder à éclater au grand jour. Et le premier coup fatal sera pour le patron du parti, Jean-François Copé. Un leader fragilisé par des mois de guerre avec François Fillon. L'ancien Premier ministre l'accuse d'avoir triché à l'élection à la présidence de l'UMP. Je ne laisserai pas voler la victoire aux militants. Je crois qu'il serait vraiment très opportun que François Fillon, maintenant, veuille bien accepter de reconnaître qu'il n'est pas majoritaire. C'est un dysfonctionnement majeur. J'en suis extrêmement choqué. Jean-François Copé parvient à conserver l'UMP au forceps, mais son image est écornée et sa gestion financière commence à interroger. À l'été 2013, le parti se retrouve contraint d'organiser une grande campagne de dons, ce que la presse appellera le Sarkoton. Car le rejet des comptes de campagne a fait plonger le parti encore un peu plus dans le rouge. L'UMP, qui avait déjà déboursé en cachette 18 millions d'euros pendant la présidentielle, se voit en plus privé de 11 millions de dotations publiques. Salut, salut! Oh! Salut! On va y arriver! Super bien. Les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Une première balle est tirée dans le journal Le Point, se demandant si les millions de la campagne n'auraient pas été volés. L'affaire Copé fait marrer, hein, quelques années de recul. Sarkozy a-t-il été volé? Ben, le voleur, qui a une tronche de voleur, qui aime l'argent, visiblement c'est ce que ça sous-entend, le voleur, c'est Copé. Un
un article dévastateur, mais faux. Au lieu de révéler les malversations de 2012, il accuse Big Malion d'avoir constitué un trésor de guerre pour Jean-François Copé et les siens. Donc moi, quand je lis cet article, je suis à la fois inquiet parce que je comprends effectivement que le sujet du financement de la campagne de 2012 va arriver, et un peu déstabilisé parce qu'il arrive par un angle qui est incroyable, limite comique, quoi. Enfin, ça me faisait pas rire à l'époque, mais c'était assez extraordinaire de commencer cette histoire avec une analyse totalement erronée et inverse à celle de la réalité. Le Point conteste avoir été manipulé, mais a été condamné pour diffamation. Depuis quelques jours, ma personne, mes proches, sont l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Comme j'ai lu l'article du Point et que j'ai vu que tout était faux, j'ai compris que c'était un coup monté. J'ai compris que certains allaient vouloir me le mettre sur le dos parce que ça les arrangeait. Je pense fondamentalement que les sarkozystes, je n'ai pas dit Nicolas Sarkozy, savaient que la patrouille se rapprochait des comptes de campagne. Donc ils avaient intérêt à détourner l'attention. Et donc vers le type qui avait la tête du coupable idéal. Parce que tant que tout le monde se concentre sur Copé, dans l'espoir qu'on trouve des choses pas claires chez Copé, et son entourage, Lavrieux, Milot, les anciens collaborateurs, pendant ce temps-là, on ne regarde pas ailleurs. C'est la théorie de l'arbre. Vous arrachez un arbre, vous le balancez dans la gueule de quelqu'un, il ne voit pas la forêt qui est derrière. Certains parmi les copéistes expliquent que les sarkozystes peuvent être derrière cette une parce que ça permettait de faire diversion. En pointant du doigt Copé, ça évite d'aller enquêter dans les comptes de campagne de 2012. Bon, écoutez, il faut beaucoup d'imagination et de perversité, peut-être d'ailleurs une imagination perverse. Pour penser cela. La flèche empoisonnée pourrait bien venir aussi de l'entourage du troisième homme, cet ancien Premier ministre qui a raté la présidence de l'UMP, mais n'entend pas rater celle de la République. Vous aviez toute une série de gens qui étaient assez satisfaits de l'élimination potentielle de Jean-François Copé. Donc le match politique, il était extraordinairement intense. Y a-t-il eu dans cette affaire une alliance de circonstances contre Jean-François Copé? Une alliance confirmée, dite entre les acteurs, je n'y crois pas un instant. Qu'il y ait eu une conjonction d'intérêts pour se dire on va liquider un rival embarrassant, c'est un scénario qu'on peut considérer comme vraisemblable. Parmi les suspects, côté François Fillon, son futur directeur de campagne, Patrick Stefanini. Marié à une journaliste du Point, aujourd'hui directrice adjointe de la rédaction. Ma femme travaille au journal Le Point, mais elle n'a pas de... Enfin, voilà, elle ne travaille pas dans le service investigation du journal du Point, si c'est ça la question. Donc, que dans l'équipe de Jean-François Copé, on se pose des questions, c'est possible, mais voilà, il faut admettre que dans la vie, il y a des questions sans réponse. Sous la pression, Jean-François Copé jette l'éponge. Ce matin, l'ensemble du bureau politique avait rendez-vous à l'Assemblée nationale. Les visages étaient fermés depuis les révélations dans l'affaire Big Malion. Je me souviens à l'époque, dans ce bureau politique sordide, l'effet de meute, une haine absolument effrayante. Et François Fillon lui-même, disant, la main sur le cœur, ma conception de l'éthique et de la morale en politique fait que je ne peux pas tolérer de rester dans un parti où tu es. Enfin, c'est très aimable. Et donc pour lui, c'était plutôt pas mal, finalement, de voir tout ça arriver. Du côté des sarkozystes, c'était pas forcément une mauvaise nouvelle non plus. Ils se disaient, pendant qu'on pense que c'est Copé, on pense pas que c'est nous, quoi. Voilà, donc finalement, tout ça va bien. Il y avait une sorte d'alignement d'intérêts. Mais la véritable affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy finit par sortir. La presse enquête, la police perquisitionne l'UMP et les dirigeants de Big Malion remettent la double comptabilité secrète aux enquêteurs.
clés USB, je la remets à la justice lors de la perquisition dans les bureaux de Big Malion. Et on leur explique que la réalité des prix des meetings est là et que les documents comptables sont là. C'est alors, 2 ans après la campagne, que Jérôme Lavrieux se résout à briser l'omerta et à révéler au public le scandale de la présidentielle. J'ai choisi de dire la vérité. Et j'ai dit, moi j'arrête. Je vais sans doute mourir politiquement. J'ai toujours pensé que ça doit être débile en fait. Un bon DIRCAB est là pour protéger son patron jusqu'au sacrifice. Le reproche que je me fais, c'est que j'ai pas eu le courage à un moment de dire stop, on en fait trop. À la télévision, il couvre son mentor et assure que l'affaire Copé serait plutôt une affaire Sarkozy. Mais entendons-nous bien, j'assume ma responsabilité. Mais il y en a d'autres, c'est ce que vous dites. Ce sera au juge de le déterminer. Jérôme Lavrieux n'a pas réussi à sauver son patron. La guerre des chefs a fait sa première victime. Et avec la révélation du secret de 2012, le séisme Big Malion va produire des répliques. Cette affaire est devenue un poison violent où chacun essaie d'instiller la drogue mortelle à l'autre. L'UMP n'a plus de président. Le duel à mort entre Nicolas Sarkozy et François Fillon commence. 2 hommes qui ne se supportent plus. Les deux se verraient bien à l'Élysée en 2017. Et l'un d'entre eux a très mal vécu son quinquennat de collaborateur lorsqu'il était à Matignon. J'ai toujours ressenti chez François Fillon une sorte de fascination pour Nicolas Sarkozy. Le sentiment intense que Nicolas Sarkozy avait quelque chose qui lui manquait. J'ai participé à un dîner Nicolas Sarkozy réuni à l'Élysée, un certain nombre de personnes pour parler de la présidentielle. Il y a Bruno Le Maire qui a dit mais le Premier ministre n'est pas là, quid de la place de François Fillon? Et Sarkozy a été j'ai trouvé très dur, parce qu'il a dit s'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas là. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, la seule chose qui va compter pour la campagne, c'est moi, c'est pas lui. Regardez, il a été au ski en tant que Premier ministre, personne n'en a parlé. Si moi j'avais été faire du ski en tant que président, j'aurais eu des centaines de caméras, mais lui, il ne prend pas la lumière. Sarkozy n'est pas un cachottier. Sarkozy a géré, pas très difficile dans une équipe politique, parce qu'il dit ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui ne marche pas de travers. François Fillon est quelqu'un de plus secret, qui donne une plus grande place au confidentiel. Et on voit bien qu'entre les deux, il y a une complémentarité qui peut assez vite devenir une concurrence. Qu'est-ce qui blesse un individu? C'est parfois des choses anodines. J'ai un souvenir très précis d'une humiliation que François avait ressentie. Sarkozy le remercie d'être allé à Brégançon. Formule mondaine, c'est gentil d'être passé. Oui, puis elle est tellement formidable. Et François est persuadé que Nicolas Sarkozy lui parle de son épouse, lui parle de Pénélope Fillon. Et au bout de quelques minutes, il se rend compte qu'il parle de son épouse, de Carla. Et François Fillon en a ressenti une blessure. Je dis à François Fillon, écoute, tu as dû beaucoup souffrir à Matignon, tu rendrais service à tout le monde en arrêtant de parler de Sarkozy, quoi. Je veux dire, la prochaine élection présidentielle, elle ne se fera pas sur Sarkozy, pas Sarkozy, elle se fera sur un projet politique, ta candidature, si on réussit à la faire décoller, et pas sur Nicolas Sarkozy. Entre les deux frères ennemis, un homme, longtemps entremetteur, finira par jouer les bourreaux. Un avocat d'affaires, fidèle de Nicolas Sarkozy et ami de François Fillon. Robert Bourgi est aussi à l'aise à droite
qu'avec tout ce que la France-Afrique compte de chefs d'État sulfureux. Entrez, messieurs, entrez. Illustrissime Mobutu, maréchal Mobutu, il écrit à Robert Bourget, un ami, que dis-je, un complice pour tout ce qui se fait dans l'ombre, Omar Bongo Ndimba, que j'appelais papa. Là, je suis dans le bureau du président Ahmadinejad de la République islamique d'Iran. Et voici la partie dédiée au général, l'homme qui me fait rêver. Cette période me remplit de nostalgie aujourd'hui parce que je cherche désespérément des grands hommes. Il n'y en a pas. Il avait peur de Nicolas Sarkozy. Je vous le dis, il avait une peur physique de Nicolas Sarkozy. Il voyait l'ombre menaçante de Sarkozy partout. À chaque fois que je voyais François Fillon, c'était des mots aigres-doux contre Nicolas Sarkozy. Et je le mettais en garde à chaque fois. J'essayais de modérer sa colère, voire sa méchanceté. Copé éjecté par l'affaire Big Malion, François Fillon accède enfin à la tête de l'UMP. Il croit tenir sa revanche. L'équipe dirigeante intérimaire sera constituée de 3 anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé et François Fillon. Dès lors, il a une priorité, rencontrer ceux qui ont accès aux finances. On est vraiment là, nous, dans une gestion intérimaire, quand François veut regarder ce qui s'est passé et veut avoir une sorte de vérité des comptes. J'ai vu qu'il avait reçu ou qu'il avait rencontré les commissaires aux comptes. Donc François Fillon a encouragé les commissaires aux comptes à saisir la justice, c'est ça? Vous montez les marches tout seul, là. Hein. Non, moi, je ne vous ai pas dit ça. Hein. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit simplement que moi, j'avais un conseil qui me disait « Vous ne voyez pas le commissaire aux comptes ». Lui, il avait une autre interprétation, vous voyez le commissaire aux comptes. Dans les placards de l'UMP, François Fillon a obtenu la preuve que Nicolas Sarkozy s'était fait payer par le Sarcoton des pénalités qu'il aurait dû rembourser lui-même après le rejet de son compte de campagne. La justice finit par être saisie. Et François Fillon va encore plus loin. Tout est bon pour abattre son rival. Dans le plus grand secret, il déjeune avec le secrétaire général de l'Élysée de François Hollande, Jean-Pierre Jouyet. Une tentative de pacte avec l'ennemi, d'après le haut fonctionnaire du pouvoir socialiste. Il nous l'avait raconté dans le détail lors d'une interview accordée en 2014. Moi, j'ai déjeuné avec Fillon le 24 juin. Il était quand même très choqué de ce qu'il voyait, très choqué du Malion, où Fillon a été le plus dur, vraiment le plus dur. C'est sur le remboursement que Sarkozy avait demandé des pénalités et des trucs. Fillon m'a dit, texto, Jean-Pierre, c'est de l'abus de bien social. C'est une faute personnelle, mais Jean-Pierre, c'est de l'abus de bien social. Il me dit, mais tapez vite, agissez, agissez. Il pense toujours, et tout le monde parle très franchement, que l'Élysée a toujours une main invisible sur la justice. Et il me dit, mais Jean-Pierre, t'as bien conscience que si vous tapez pas vite, vous allez le laisser revenir. J'aime beaucoup Jean-Pierre Jouyet. Ça scelle une vraie rupture entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il l'a su très vite. Bon, bah, écoutez, ça ne se fait pas. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Il était foudrage. Il m'avait dit, tu te rends compte, il y a un Pierre Laval dans ce parti. Il avait été très dur. Hein. Il s'agit de quelque chose qui est déloyal, qui est non pas, comment dire, l'expression d'une différence d'approche politique, mais qui est une volonté de destruction personnelle. Donc ça va très très loin. C'était pas une bonne idée. Voilà. Si vous voulez mon commentaire, ce déjeuner n'était pas une bonne idée. On ne va pas déjeuner avec le premier collaborateur du président de la République
contre lequel on envisage de se présenter à l'élection présidentielle. Voilà. François Fillon a toujours démenti avoir tenu ces propos. Pourtant, le président de la République de l'époque se souvient bien de cette étrange demande, rapportée par son secrétaire général. Dans les batailles que la droite se livrait, elle pouvait penser que le pouvoir, celui que j'exerçais, pouvait intervenir. Et j'ai tout de suite répondu que ce fantasme-là n'avait pas sa place non plus et que la justice devait travailler. Et ce n'est pas à la justice, d'ailleurs, de faire le choix entre les candidats de droite. Non-lieu général dans le dossier des pénalités réglées par l'UMP pour le dépassement. Nicolas Sarkozy sort blanchi de cette procédure du Sarkoton. L'ancien président n'a pas souhaité nous accorder d'interview. Nicolas Sarkozy va pour la première fois ce soir s'expliquer. Mais pendant des années, une question revient sans cesse. Que savait-il de l'affaire Big Malion? J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. Vous ne connaissiez pas cette société? Non, vous ne saviez pas jamais, ce qu'elle faisait? jamais. Crédible? Non. Il était évident que tout le monde avait vu Big Malion agir. Oui, je connais Big Malion, bien sûr. C'est une entreprise qui travaille pour le compte du parti à travers ses différents avatars. Oui, je connais Big Malion, oui, bien sûr. C'est juste pas possible. C'est pas crédible. Voilà. Parce que? Mais parce qu'il savait pertinemment qui était Franck Attal, il connaissait parfaitement Bastien Milot. Quand Bastien Milot était directeur de cabinet de Jean-François Copé, quand ils étaient tous les deux ministres de Jacques Chirac, il tenait des réunions dans l'appartement privé de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est juste pas possible. Mais je pense que attendez le 17 mars, et il vous dira aussi qu'il me connaissait à peine. Au cœur de l'enquête, un témoignage particulièrement embarrassant pour l'ancien président. Celui d'un homme qui, depuis le début de l'affaire, ne s'est jamais exprimé publiquement. Le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, Guillaume Lambert, a accepté de témoigner pour la première fois. Tout ce système que Jérôme Lavrieux a révélé, je n'en ai jamais eu connaissance pendant la campagne. C'est ça que je dis. Il m'a été dissimulé. Guillaume Lambert est haut fonctionnaire, un préfet hors cadre qui n'a jamais été encarté. Il est paniqué à l'idée d'être bientôt jugé pour escroquerie. À l'image de Franck Attal, lui aussi s'estime fusible d'une classe politique qui savait tout, mais n'assume rien. C'est l'UMP qui est le bailleur de fonds de la campagne. C'est l'UMP qui, je dirais, fait campagne pour son candidat. Encore une fois, ce plafond de dépenses de 22,5 millions, tout le monde le connaissait. On en parlait. Personne ne... Mais je veux dire, c'est une évidence. La presse en parlait, tout le monde en parlait. Enfin, c'était un secret pour personne. Guillaume Lambert a remis au juge plusieurs documents à charge contre l'ancien président. Bien que Nicolas Sarkozy nie avoir été alerté, ces notes révèlent que les experts comptables ont très vite prévenu le staff du candidat de l'explosion des dépenses. La première note, le 7 mars, nous enjoint de corriger la trajectoire. Vous en parlez à Nicolas Sarkozy de cette note? Bien sûr. Et je lui indique la nécessité de faire des économies dans la campagne, de réduire un certain nombre de postes de dépenses. Cette interdiction absolue d'engager des dépenses supplémentaires n'est pas respectée. Alors les experts comptables haussent le ton en interpellant personnellement par écrit le président candidat. Nous nous permettons de réitérer les observations formulées dans notre note du 7 mars 2012, transmise à votre directeur de campagne, soulignant déjà les conséquences extrêmement graves d'un éventuel dépassement du plafond des dépenses autorisées. Et cette note-là, elle est adressée à qui? Elle est adressée au candidat et je la lui ferai passer, naturellement. Parce que Nicolas Sarkozy dit qu'il n'en a jamais eu connaissance. Enfin, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette note, elle lui est destinée, et comme toutes les notes qui étaient destinées, je lui ai passé. Je lui en ai également parlé. Et par ailleurs, encore une fois, j'ai évoqué oralement avec lui la nécessité
de piloter finement la fin de la dépense de la campagne du point de vue budgétaire, puisqu'il fallait éviter d'entamer la marge de sécurité. Les enquêteurs estiment que Nicolas Sarkozy a été mis au courant de ces alertes comptables, mais qu'il est passé outre en décidant personnellement de multiplier les meetings. Une lecture des événements que l'ancien président et ses lieutenants continuent de réfuter. Deux notes qui ont été adressées, l'une au directeur de campagne, Guillaume Lambert, et la seconde à Nicolas Sarkozy directement. À aucun moment, Nicolas Sarkozy n'a été informé réellement, concrètement, précisément d'une dérive possible. Parce que je suis catégorique, s'il en était clairement informé, il l'aurait arrêté. À la fois par tempérament, par prudence et par souci de respecter tout simplement la loi. En 2012, son problème, c'était la victoire, c'était pas de tenir les comptes. Il faut savoir qu'un candidat ne peut à aucun moment se réfugier derrière le trésorier de la campagne, ni le directeur de campagne. Vous êtes personnellement entièrement responsable de ce qui se passe dans votre campagne. Que vous dépensiez 5 € ou 50 000 €, c'est vous qui avez à rendre des comptes sur votre campagne. Et ça, Nicolas Sarkozy le sait forcément. Vous ne connaissiez pas cette société? Non, vous ne saviez pas ce qu'elle faisait, quelle activité elle avait autour du parti? J'étais accessoirement président de la République et candidat. Je vous demande de croire que c'est pas moi qui m'occupais de ça. Je comprends parfaitement que, ayant été moi-même dans cette situation, qu'au jour le jour, le candidat n'a pas à vérifier. Mais périodiquement, c'est-à-dire au moins 2 ou 3 fois dans la campagne, il a à savoir ce qu'il a dépensé et ce qui lui reste encore à engager. Bonsoir à tous. L'affaire Big Malion rattrape-t-elle Nicolas Sarkozy? Il est mis en examen pour financement illégal de campagne. De 2012, dans l'enquête sur les fausses factures de Big Malion. Selon les juges, rien ne prouve qu'il a ordonné ou eu connaissance de la fraude à 18 millions. Mais il en a été, écrivent-ils, l'incontestable bénéficiaire. Dès lors, François Fillon repart à l'attaque. En pleine campagne de la primaire, Big Malion est une munition idéale. Dans son fief de Sablé-sur-Sarthe, il s'apprête à prononcer un discours au vitriol. D'abord, ce discours, c'est Fillon qui l'écrit lui-même et qui nous l'envoie par mail. Oh, je n'ai plus les dates en tête, mais grosso modo, 4-5 jours avant Sablé-sur-Sarthe. Et moi, je me souviens, j'ai répondu à François Fillon par mail en lui disant « c'est pas à toi de dire ça. Si quelqu'un doit juger que Nicolas Sarkozy n'a plus la légitimité pour se présenter, c'est aux Français. Et ils le diront à l'occasion de la primaire. Mais toi, tu es un acteur de la primaire, tu n'es pas l'arbitre. C'est pas à toi de dire Sarkozy dehors. » Bon. Mais François Fillon s'en tient à son idée. Pour la première fois, il attaque frontalement l'ancien président sur les affaires. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? C'est une connerie, cette phrase. C'est juste pour tuer Sarko. Je ne comprends pas. C'est une phrase terrible. C'est une phrase horrible. Même si on a des désaccords, dans une campagne électorale, on ne tire pas contre son camp. Moi, je considère qu'on ne tire pas contre son président. C'était une attaque inutile, gratuite, et qui va coûter beaucoup. Blessant, inutile et dangereux, ça fait beaucoup pour une formule. Monsieur Fillon, vous la sentez comment, cette primaire? Je la sens bien. Je la sens comme un combat essentiel. Pourquoi François Fillon commet-il cette erreur?
qui consterne alors, je vois bien Larcher, même Retailleau. Mais Fillon, il assumait très bien. Alors là où c'est une erreur, c'est que voilà, pour faire ça, il faut, voilà, pour donner des leçons de morale, il vaut mieux pas avoir un petit cadavre dans son placard, quoi. Voilà. Je crois absolument à la sincérité de François Fillon à ce moment-là. Pour lui, rien dans son parcours ne justifie qu'un jour il soit mis en examen. Il est persuadé à ce moment-là qu'il n'a rien commis de répréhensible. Donc il n'a absolument pas le sentiment de s'exposer. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Dans les duels du temps passé, il y avait ce qu'on appelait les deux veuves. C'était le moment où les deux protagonistes se transperçaient mutuellement avec leur épée. C'est exactement ce qui est arrivé. Tic-tac, 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 tic-tac. C'est Human Bomb, ce type. Il se met un gilet avec de la TNT partout, et puis devant tout le monde, il dit « Regardez, j'appuie, poum !» Il ne reste plus qu'à savoir quand est-ce qu'il va exploser. Nicolas Sarkozy sait très bien se bagarrer, mais c'est un être très sensible. Et jamais ça n'apparaîtra. Mais une flèche de cette nature, elle touche profond. Et quand il a l'occasion de donner un revers, il donne le revers. Hein. Je n'écoute pas les choses désagréables, je n'en tiens aucun compte. Il a été un bon Premier ministre, je ne me donnerai pas le ridicule d'attaquer celui avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Le lendemain, je dis bien le lendemain, l'Éternel a voulu que Fillon m'appelle. Je dis, François, j'ai une grosse colère contre toi. Il me dit, on prend le petit déjeuner. Je lui dis, où veux-tu qu'on se retrouve? Il me dit, tiens, on va changer d'endroit, on va aller au Ritz. Je dis, François, comment tu peux dire ce que tu as dit à ton meeting? C'est pas sympa pour Sarko. Franchement, c'est pas sympa. Je lui dis, François, tu vas à la primaire. Comment vois-tu les choses? Il me dit, je vais gagner. Je lui dis, si tu gagnes, je t'offre les costumes. Il me dit, chez Arnis? Il dit, chez Arnis et sur mesure. Il me dit, top là. Et on top. Il n'a pas encore gagné la primaire, mais le piège est déjà tendu. Tout le monde à droite connaît le talon d'Achille de François Fillon. Il n'y a que ceux qui voulaient être surpris qui ont été surpris. François Fillon, le rapport à l'argent, c'est un secret de polichinelle. Un jour, on a reçu un chèque à Force républicaine qui venait de Bourgie. La personne qui s'occupait des encaissements des chèques et qui avait un minimum de culture politique est venue me voir. Bon, et elle m'a dit, ah, Patrick, je suis embêté. Bon, je lui ai dit, écoute, je prends le chèque et je vais en parler à Fillon. Et j'en ai parlé à Fillon en lui disant, est-ce que tu crois que c'est vraiment très raisonnable d'encaisser un chèque de quelqu'un qui affiche une complicité trop marquée ou une proximité trop forte avec un de tes rivaux potentiels à la primaire, c'est tout. Vous aviez peur d'un piège de... Oui, enfin... Et il vous dit quoi, Fillon? Il prend le chèque et il me dit, je vais m'en occuper. Il n'a jamais eu la délicatesse de me dire, tiens, ah non, aujourd'hui, je t'offre le café. Jamais. Et un jour, il me dit, si on buvait un café au Flandrin, c'est à 30 mètres de chez moi. Et on se retrouve au Flandrin, mois de juin, mois de juillet. J'avais de belles lunettes de soleil, magnifiques. Il me dit, t'as de belles lunettes. Et je lui dis, oui. Il me dit, allez, je te les pique. Je vous assure. Et sur les photos, quand vous voyez Fillon avec des lunettes de soleil, c'est Bourgie. Je les avais sur moi, il les a piquées. Lunettes de soleil sur le nez, journée de réflexion dans les jardins d'une abbaye. Le style est estival, mais les ambitions plus que jamais. Nous avons voulu vérifier les dires de Robert Bourgie. Par téléphone, sur ce sujet comme sur tout le reste. Allô? Monsieur Fillon? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. François Fillon
a refusé d'être interviewé. Franchement, est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire que d'interroger tous les délinquants de la Terre et franchement, non, c'est... Le délinquant, c'est qui? C'est Monsieur Bourgi, vous voulez dire? Enfin, bon, je pense que c'est pas nécessaire que je vous parle, ça ne sert à rien. Répondre aux lunettes de soleil de Monsieur Bourgi, franchement, c'est à mourir de rire. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Fin 2016, avec son discours sur l'intégrité, François Fillon survole la primaire. La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond, bâtie sur des convictions. Et ce soir, j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy. Il écrase les sondages, se dirige tout droit vers l'Élysée. Il pense avoir gagné la guerre. Mais avec le scoop du Canard enchaîné, au tour de François Fillon d'être rattrapé par les affaires. Pour le plus grand bonheur de ses anciens amis. On en vient maintenant à ce que l'on appelle le Pénélope Gate. François Fillon a donc connu une nouvelle journée de tempête. Pénélope Fillon affirmait dans une interview réalisée en 2007 qu'elle n'était pas l'assistante de son mari. À 3 mois de l'élection présidentielle, comme par hasard, on construit un scandale. J'ai tout de suite compris que ce serait très compliqué de gagner la présidentielle pour François Fillon et donc pour notre famille politique. J'ai suivi les étapes, j'ai envie de vous dire, assis avec ma boîte de pop-corn en regardant le match. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'ai envoyé un SMS à Jean-François Copé par WhatsApp qui disait « Dieu existe, j'en ai désormais la preuve ». Bon, voilà, de toute façon, c'était fini. C'était une descente aux enfers. À travers Pénélope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Le Pénélope Gate, vous pensez que c'est un règlement de compte qui vient de la droite? Bien sûr. Enfin, ça peut venir de beaucoup d'endroits, mais de toute façon, ça sert à un moment, ça va servir à affaiblir Fillon, et donc ça servira tous ceux qui veulent affaiblir Fillon, ses adversaires de l'intérieur, et naturellement ses concurrents. Est-ce que vous excluez totalement que ça puisse être un règlement de compte interne? Non, je ne l'exclus pas. Je ne veux pas faire preuve de langue de bois. Je ne l'exclus pas, mais je ne privilégie pas cette hypothèse. J'espère pouvoir la récuser, c'est plus confortable. À son tour mis en examen, François Fillon se maintient contre vents et marées. Mais l'estocade, l'affaire qui va définitivement faire chuter le candidat, sera le résultat d'une vengeance venue de l'intérieur. Ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls? Une semaine après le meeting de la dernière chance au Trocadéro, un ami se rappelle à son bon souvenir. Après avoir honoré son pari et lui avoir offert les costumes de luxe, Robert Bourgi est vexé. Il se sent snobé par le vainqueur de la primaire, qui ne lui répond plus. À ce moment-là, je reçois un coup de fil de Nicolas Sarkozy. Et je déjeune chez le président Sarkozy. Il dit, tu as vu l'affaire? Mais en dépit de cela, j'ai l'impression qu'il ne décroche pas, que les portes de l'Élysée lui sont ouvertes. Et là, je regarde le président Sarkozy. Je lui dis, il ne rentrera jamais à l'Élysée. Il me dit, comment il ne rentrera jamais à l'Élysée? Je lui ai dit, parce que je l'en empêcherai. Et il m'a dit, attention Robert. Mon Robert, comme il m'appelle. Attention. Parce que si tu le dis, tu vas le faire. Nicolas Sarkozy a refusé de nous livrer sa version de ce déjeuner. Son équipe a toujours assuré
qu'il n'avait joué aucun rôle et ne s'était jamais réjoui des affaires Fillon. Le 12 mars 2017, Robert Bourgi envoie ses factures à un journaliste. Le JDD sort alors le scandale des 13 000 € de costumes offerts à François Fillon. La casserole de trop. On regarde ça comme un mauvais feuilleton, quoi. En se disant, mais est-ce que les gens en qui j'ai cru, ce sont des malfrats, quoi? Mon téléphone sonne. Qui vous savez? Oui? Merci. Il a raccroché. Sarkozy. Plus le temps passe, plus Bourgi assume et fait état d'un quasi-mandat, ou en tout cas d'une complicité forte avec Nicolas Sarkozy, sujet sur lequel l'ancien président, à ma connaissance, ne s'est jamais exprimé. Et voilà. L'affaire, elle est dérisoire, elle est ridicule, elle est symbolique. Mais je mesure la réaction dans l'opinion, dans l'électorat de droite, et elle est très forte, très dure. C'est ce qui fait le plus de tort à François Fillon. Cette affaire des costumes? Je pense, oui. Je pense que le point qui lui manque pour être au second tour, cette affaire lui coûte ce point, quoi. J'en suis à peu près convaincu. This is the end, beautiful friend. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. Et pour la première fois depuis le début de la Ve République, la droite de gouvernement se retrouve sans candidat au second tour de la présidentielle, depuis le suffrage universel. Vous vous rendez compte du cataclysme? La droite française classique a mis au premier rang les luttes personnelles et l'incapacité qu'avaient ces hommes à surmonter ces haines et ces rivalités pour un but suprême, puisqu'il n'y avait plus d'idéal, il n'y avait plus que la haine.